Encore très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Néga sur la TV. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Découverte, celle qui vous fait voyager mais sans jamais vous déplacer. Bien sûr, aujourd'hui nous sommes à domicile dans la maison mère. Une façon de vous dire que le voyage n'est pas que déplacement mais de découverte d'univers inconnu. Alors aujourd'hui, pour cette découverte, nous vous présentons un jeune écrivain du nom de Amir Bangoura, auteur du livre Karma, le pays de la vengeance. Ça sonne bien intéressant et bien, c'est là. Alors, sur ce plateau, retrouvez M. Amir Bangoura. Alors, M. Amir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. On se sent bien? Allez. Formation. Formation. On se sent bien. Alors, heureux de vous retrouver là. Prenez place, s'il vous plaît. Partager. Merci. D'accord. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Néga sur la TV, nous le disions tout à l'heure, nous sommes avec M. Amir Bangoura. M. Amir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. En forme ou bien? Je suis en forme. J'espère que vous vous sentez à l'aise aujourd'hui dans la maison mère. Bien entendu. D'accord. Alors, M. Amir, aujourd'hui, nous sommes réunis sur ce plateau dans l'intention de parler de vous et de votre roman, de votre œuvre. Alors, pour un petit briefing, qui est M. Amir Bangoura pour nos téléspectateurs? Eh bien, monsieur Bangoura Amir n'est rien d'autre qu'une personne lambda, c'est-à-dire une personne très simple, une personne très aisée, une personne très humble, je vais le dire comme ça. Eh bien, pour un début, je ne suis qu'un enseignant. Je suis un enseignant à mes jours perdus. J'ai été formé à l'école normale d'instituteurs de Dubreka, donc je suis un sortant de l'ENI. Et également aujourd'hui, j'ai fait ma renommée dans le domaine de l'écriture. Donc je viens de sortir mon tout premier roman, le tout premier, qui est intitulé Karma, le prix de la vengeance. D'accord. Le roman, on le présente au public. Eh bien voilà le roman en question. Voilà, excusez-moi, voilà le roman en question, qui est paru en juin dernier dans la maison d'édition, les éditions Igui, qui a son siège à Matoto. D'accord. Donc, c'est un roman de 130 pages et ainsi de suite. Bon, je vais passer et vous le confiez, ce roman-là, je vais le confier à vos bons soins. D'accord, merci. Je crois que je prendrai bien soin de ce document, de ce livre, parce que à voir le livre, il est très beau. Mais vu que on ne peut pas juger un livre par sa couverture, bien entendu. Mais je l'ai un peu parcouru, donc vous pouvez lire ce roman, Karma après la vengeance, c'est très riche, très très riche. Donc, M. Amir Bangoura, vous, avant d'être l'auteur de ce grand livre, de ce grand roman, Karma, le prix de la vengeance, comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure d'écriture? Eh bien, ça n'a pas été tout simple. Je dirais tout simplement que l'écriture m'est venue comme une sorte de révélation. D'accord. Et cela est venu parce que tout simplement, déjà le rêve est né quand j'étais au lycée. D'accord. Quand je faisais encore le lycée, ce rêve est né parce que j'ai été jaloux, parce que je ne voulais pas du tout que d'autres personnes soient beaucoup plus vues que moi. Parce que je voulais toujours être de la jalousie positive, bien entendu, parce qu'il y a du bon en toute chose. Donc, j'ai été jaloux, mais de qui? J'ai jalousé les grandes personnalités littéraires, notamment les Kernomo Nenembo, notamment les Kamaralai, les Amadou Kourouma, Aimé Césaire et ainsi de suite. Pourquoi cette jalousie? Disons, pendant les cours, à chaque fois que nous avions les cours de français, de littérature, on nous faisait lire des romans. Prenez le livre de Kamaralai, lisez Cercle des Tropiques, lisez L'Enfant Noir et ainsi de suite. Maintenant, c'est de là qu'est venue cette jalousie. Je me suis dit, mais pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Et c'est là que j'ai décidé que moi aussi, un jour viendra où je serai un écrivain. Et c'est de là que ce rêve est né. Et heureusement, aujourd'hui, ce rêve, il est devenu réalité parce que j'ai été auteur de ce bijou. D'accord. C'est vraiment un bijou monumental, il faut le dire. Donc, alors, après avoir été écrivain, comme vous l'avez dit à nos téléspectateurs, mais comment, il y a nos téléspectateurs qui veulent savoir, est-ce que vraiment vous êtes un écrivain? Et pratiquement, quand on invite un artiste sur le plateau, il vient chanter, faire un acapella. Je suis là, je suis comme ça. Alors, en étant écrivain, comment pouvez-vous justifier devant nos téléspectateurs que vous êtes vraiment écrivain? Eh bien, à ce niveau, je crois que je vais laisser ces téléspectateurs-là
le découvrir d'eux-mêmes à travers mes prochaines parutions. D'accord. Parce que déjà, j'ai 3 nouvelles œuvres qui sont déjà terminées. D'accord. Déjà écrit, terminé, tout ça. D'accord. Il ne reste maintenant que de les envoyer vers la maison d'édition. D'accord. Parce que quand on dit artiste, c'est la constance en fait. Oui. C'est quand on est constant. C'est ça. Bien. J'ai déjà sorti un livre. Oui. Si je parviens à sortir un encore, 2, 3, cela veut dire que oui, réellement, je mérite d'être appelé écrivain. Donc, pour le moment, je crois que, comme vous l'avez dit, je ne suis pas un artiste, je ne vais pas me mettre à chanter ou à hurler. Mais je vais promettre à ces téléspectateurs-là, Oui. je vais vous le promettre à vous Oui. et à toute personne qui veut bien me croire que d'ici peu, je vais sortir aussi, non pas un, mais 2 ouvrages, bien entendu. Pourquoi pas beaucoup de livres. Mes téléspectateurs, nous vous le rappelons, si c'est maintenant vous venez de prendre le temps de cette émission, nous sommes avec M. Amir Bangoura, il est auteur du livre. Nous vous le présentons, Karma, le prix de la vengeance. Donc, ne ratez pas cette émission. Si c'est maintenant vous venez de la prendre, faites de votre lieu actuel un confort. Parce que Niagasula TV est là pour vous ambiancer, pour vous éduquer, pourquoi pas vous informer. Donc, M. Amir, nous continuons dans notre émission. Et vous, en étant écrivain, et cette aventure d'écriture, qui n'est pas du tout facile. Eh bien, comme on le dit souvent, que pour écrire, il faut lire. Alors, vous, M. Amir, combien de romans, combien de documents avez-vous lus avant d'être là, écrivain? Eh bien, le nombre de livres que j'ai eu à parcourir, il y en a beaucoup. Je ne peux pas totalement me rappeler du nombre exact parce que, d'abord, comme je vous l'ai dit, le rêve est né quand j'étais au lycée. Au lycée, oui. Et justement, c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai informé un de mes professeurs que je voulais également être un écrivain. Oui. Voilà ce qu'il m'avait conseillé. Que si je veux écrire, Oui. je dois me mettre à la tâche. Et la première des choses, il fallait lire. C'est là que j'ai commencé à lire. J'ai lu beaucoup de livres et je n'avais lu que les livres classiques. Les livres classiques, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire les romans de ces anciens personnages, si je veux le dire comme ça, les Amadou Kourouma et ainsi de suite. Les romans qui parlaient de colonisation et tout ce qui va avec, mondialisation et tout ça. Donc, c'est les romans que j'ai lus en grande partie. Maintenant, en ces jours-ci, puisque je me suis retrouvé déjà dans l'écriture, Oui. c'est devenu plus qu'une passion. La lecture et l'écriture, c'est comme mes 2 poumons en fait. D'accord. Donc, je lis et j'écris. Pour les livres que j'ai lus actuellement, je pourrais citer le livre de Kamara Lai que je ne peux pas sauter, Oui. Le Cercle des Tropiques et également L'Enfant Noir, j'ai lu les 2. D'accord. J'ai eu à lire également Aimé Césaire, M. Césaire, oui. j'ai eu à lire Mon Amadou auteur, Kourouma. avant de passer sans jamais vous interrompre, et il faut savoir que M. Césaire, c'est un écrivain, c'est un auteur qui me fascine tant. C'est un écrivain que j'ai beaucoup lu, M. Césaire. Je l'admire. Et bien entendu, j'ai également une très forte opinion de cette personnalité-là. D'accord. Et notamment, son ouvrage qui m'a beaucoup marqué, Oui. c'est son ouvrage qui est intitulé Discours sur le colonialisme. D'accord. Ce livre-là, je l'ai parcouru pas une fois, mais à 3 fois. D'accord. Et je suis encore en train de le parcourir, tellement c'est bien écrit. Et c'est un pamphlet, ce n'est pas un roman. Vraiment, oui. Et je crois bien, le 3e ouvrage que je vais sortir, je me suis inspiré de ce pamphlet-là pour écrire moi-même un pamphlet. Non pas un roman, mais un pamphlet. Ça aussi, c'est Justement, un genre je voulais littéraire à vous part demander entière. cela. Pourquoi avoir écrit le roman? Pourquoi pas d'autres formes d'écriture comme la poésie, par exemple, ou encore le pamphlet et d'autres, les récits? Pourquoi? Je voulais vous demander cela. Bien, c'est tout simple. C'est parce que, comme je vous l'ai dit à l'entame, Oui. tout a commencé quand on nous forçait, quand on nous obligeait Oui. à lire les romans. Donc, pour un début, je ne m'y connaissais pas trop dans tous les genres littéraires et ainsi de suite. Je ne connaissais que romans et poésie. Oui. Poésie, je savais, mais je ne savais pas également que c'était un genre littéraire à part entière. D'accord. Je ne connaissais que romans. Donc, pour moi, il n'y avait que les romans. Tous les livres étaient des romans pour moi. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'écriture en commençant uniquement par le roman. Mais maintenant que je suis dans le monde, je suis dans l'univers de l'écriture, je découvre de nouveaux horizons. D'accord. Il lit et puis il écrit. Donc, on va parler maintenant du roman, de ce grand ouvrage. Alors, Karma a pris de la vengeance. Et pourquoi le titre Karma a pris de la vengeance? Eh bien, merci pour cette question. Vous constaterez avec moi que sur la couverture, Oui. quand on dit karma, Oui. après le karma, il y a juste après une petite virgule. Oui. C'est pour dire que karma et pris de la vengeance, il y a une toute petite séparation entre les deux. D'accord. D'abord, karma, c'est quoi? Oui. Karma, nous allons tout simplement sortir de notre pays et aller vers l'Asie, D'accord. en Chine ou en Inde plutôt, Oui.
où résident les bouddhistes et ainsi de suite, Oui. c'est une doctrine chez eux. Oui. Et cette doctrine, elle dit quoi? Que tout ce que l'homme vit dans sa vie de tous les jours, Oui. tout ce qui lui arrive, eh bien, il ne peut en vouloir qu'à sa propre personne. Que ce n'est que les répercussions de ses actions qu'il a eu à poser avant d'être là aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il a fait le mal avant, aujourd'hui, il va recevoir la correction, je vais le dire comme ça, de ce mal-là en fait. C'est-à-dire, il va payer pour ce qu'il a fait avant. Voilà ce qu'on appelle karma. C'est la répercussion de nos actions sur notre vie. Eh bien, le prix de la vengeance, pourquoi j'ai parlé de prix? C'est parce que tout a un prix. Absolument tout. Tout ce que nous faisons a un prix. Nous le faisons pour des choses bien déterminées. Il y a des raisons et il y a également un prix à payer pour acquérir toute chose. La vengeance également, ça se paye. Il y en a qui disent que c'est un plat qui se mange froid, mais moi, je suis totalement en désaccord avec cette affirmation-là. Pour moi, la vengeance, ce n'est pas un plat qui se mange froid, mais plutôt c'est un plat qui se mange bouillant. Parce que la vengeance, elle est chaude. La vengeance n'est pas une simple affaire, ce n'est pas une mince affaire pour qui s'y connaît vraiment. Raison pour laquelle j'ai décidé d'intituler ce roman-là Karma, le prix de la vengeance. Karma parce que les personnages qui sont là, ils vont poser des actes et ces actes-là vont se répercuter sur leur vie. Prix de la vengeance parce qu'on parle principalement de la vengeance et un personnage qui va décider de se venger au détriment de la justice et son entêtement va faire en sorte qu'il récolte ce qu'il a sémé en essayant de se venger. D'accord. Alors, je sais, vous aviez un peu parlé du roman, c'est-à-dire dans le début de l'émission. Alors, je voudrais juste que vous réitérez un peu, vous nous présentez ce document. Je vous le passe. Il n'y a pas de souci. Eh bien, ce roman, ce bijou, parce que moi, c'est mon bijou, c'est mon petit bébé qui est là. C'est ma toute première création, si on peut le dire comme ça. Ce roman Karma, prix de la vengeance, est un ouvrage de 133 pages. Un ouvrage qui a 133 pages, autant pour moi, et qui a également 20 chapitres en son sein. Il y a 20 chapitres ici. Et chaque chapitre, ici dans ce roman, parle d'un thème bien déterminé, d'un thème bien défini dans notre société africaine. Pourquoi pas dans notre société guinéenne? Quand on prend le premier chapitre, il y a un thème qui est débattu. Du premier jusqu'au 20e chapitre, chaque chapitre fait allusion à un thème bien défini. C'est pour vous dire à quel point ce livre-là, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'est pour vous dire à quel point ce livre, il est riche. C'est pour vous dire à quel point c'est un bijou. C'est un trésor que je tiens là et j'adore vraiment ce livre. Ici, j'ai parlé de vengeance, notamment je vais commencer par ça, le thème principal. J'ai également parlé de mariage précoce, de mariage forcé également. Et quand on parle de mariage, forcément, on va parler d'amour, bien entendu. J'ai parlé d'amour ici. J'ai parlé de viol. J'ai parlé de banditisme. J'ai parlé de maraboutage. J'ai parlé de la haine qu'on peut ressentir entre sœurs ou entre frères. J'ai parlé également de l'abus de confiance. J'ai parlé du maraboutage, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi j'ai parlé de maraboutage? Ce passage-là, ça me fascine, mais enfin bon. Je crois peut-être que puisque vous avez déjà parcouru le roman, je suis sûr et certain que vous aurez quelque chose à me demander par rapport à ça. Enfin, comme je le disais, il y a la haine. Ici, il y a la vengeance, il y a la justice, la notion de justice et de vengeance, parce que c'est quelque chose qui a tendance à mélanger les gens quelquefois. Il y en a qui pensent que rendre justice, c'est se venger. Il y en a qui pensent que se venger, c'est rendre justice, alors que les deux sont tout à fait différents. D'accord. Alors, dans ce roman, nous avons quelques passages que vous pouvez nous éclaircir. Bien entendu. Alors, quand on prend par exemple dans le chapitre 15, il y a un passage qui dit « Vivre dans le secret, c'est un peu comme vivre sous l'eau. Plus qu'on y est, plus qu'on y passe du temps, je m'excuse, plus on s'étouffe. » Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, je crois que c'est très simple. Vivre dans le secret, c'est-à-dire vivre en cachant la vérité à nos proches, en cachant réellement ce qui s'est passé, en nous cachant nous-mêmes de ces personnes-là qui nous entourent, c'est comme vivre sous l'eau. Et on sait que quand on vit sous l'eau, plus on passe de temps sous l'eau et plus on a tendance à s'étouffer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais tout simplement dire que quand on vit dans un secret, notre entourage, personne ne sait qui on est réellement. Personne ne sait ce qui se passe dans notre vie. Les secrets, quelquefois, ça a tendance à nous prendre par la gorge. On n'en peut plus, à force.
Parce que vivre dans le secret, cela implique de vivre dans le mensonge. Il faut constamment mentir à ses proches. Moralement s'isoler. Il faut être isolé. Oui. Quand on te demande qu'est-ce qui se passe, tu dis tout va bien, Tout va même bien. si tout ne va pas Tout bien. va bien, ouais. Pourquoi ne pas s'ouvrir à ces personnes-là qui nous entourent? D'accord. Donc, se renfermer sur soi-même, ça peut être une très mauvaise chose, ça peut être une chose très dangereuse, raison pour laquelle je l'ai dit, Oui. que plus on passe du temps, Oui. et plus on a tendance à s'étouffer. D'accord. Donc, il dit bien un conseil à tous nos téléspectateurs. Quand vous êtes entouré de personnes, partagez vos difficultés pour qu'on puisse vous apporter de l'aide. Parce que vraiment, seul, on ne peut pas réussir à tout faire. Alors, on passe au second chapitre qui est le chapitre 18. Dans le chapitre 18, vous dites, dans le document, la justice et vengeance sont deux plateaux de même balance. Ceci dit, une justice trop appuyée est une vengeance peu avouée. Eh bien, nous avons tous, je crois bien, tout le monde connaît ce plateau de la justice, D'accord. c'est-à-dire l'emblème de la justice en fait. Oui. Il y a une balance. Et au niveau de la balance, il y a deux Deux plateaux. côtés, oui. On se comprend, hein? Oui. Et c'est au niveau, quand vous allez également au marché, vous allez trouver la balance et il y a également deux plateaux. Oui, oui. Maintenant, moi j'ai pris ce plateau-là, Oui. ces deux plateaux plutôt, je les ai pris pour les confondre à la justice et à la vengeance. C'est pour vous dire que les deux, c'est exactement la même chose, à quelques détails près. Mais quand on appuie beaucoup trop sur la justice, Oui. on rentre dans la vengeance. La vengeance. C'est-à-dire que la justice, elle doit être parfaite. La justice, elle doit être impartiale. Impartiale, d'accord. Tu as volé pour un franc, on doit te punir à la hauteur de ces 1 franc-là. Quand tu prends un, on te punit pour 2, ce n'est plus de la justice, ça devient de la vengeance. D'accord. Là, on est en train de ressortir toute la colère que nous avons ressentie Oui. lorsque nous avons perdu notre bien sur cette personne-là. D'accord. Ou quand on a fait du mal à une autre personne, Oui. les proches de cette personne-là veulent réparation. Ça, c'est indéniable. D'accord. Maintenant, le fait de demander réparation, c'est normal. Oui. Ça, c'est normal, c'est ce qui se doit. D'accord. Mais est-ce qu'il faut pour autant, parce qu'on a souffert, nous, est-ce qu'il faut faire souffrir la personne qui nous a fait souffrir beaucoup plus que nous? Là, ça devient de la vengeance. J'ai dit que les deux sont deux plateaux sur une même balance. C'est comme deux poumons dans un même corps. Oui. Mais pour qu'on puisse aller de justice à vengeance, il faut beaucoup appuyer sur un côté et laisser l'autre côté. D'accord. Alors, on passe encore, il y a le chapitre 19, dans lequel vous dites que les forces occultes sont un allié peu rassurant et l'argent qu'on leur remet pour les consultations infructueuses. Eh bien, ici, qu'est-ce que je voulais dire? Je dis que les forces occultes, ce sont des alliés. D'accord. Ces forces-là, ce sont des alliés. Nous savons tous et toutes que le continent africain, c'est un continent qui regorge de mystères. C'est un continent qui regorge de mythes. Oui, Et de tout ce qu'on ne peut pas totalement vérifier, de tout ce qui n'est pas vérifié ou vérifiable. Vérifiable, d'accord. Ça, c'est le continent africain. Ça, c'est notre identité. Oui. Mais, quand je parle de force occulte, Oui. je parle tout simplement de son côté négatif. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, il y a du bon en toute chose. Cela dépend de comment nous prévoyons d'utiliser la chose en fait. D'accord. Mais il y a du bon en toute chose. Même le mal, il y a du bon dans le mal. Le mal, oui. Cela dépend de comment on fait le mal. D'accord. Maintenant, les forces occultes, Oui. on peut se rendre chez les marabouts et tout ça. Ce n'est pas interdit. Quelqu'un peut aller là-bas pour se soigner. Tu peux aller là-bas pour faire des consultations et ainsi de suite. Mais en faire une obsession, en faire ta propre vie, c'est-à-dire ne vivre que de ça, voilà ce qui est mauvais, voilà ce qui est mal. D'accord. Donc, ces forces occultes-là, ce sont des alliés, mais ils ne sont pas rassurants. Parce que lui-même, le marabout, est-ce qu'il sait quand il va mourir? Non, il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Oui. Il ne sait pas comment il est né, dans quelles circonstances, tant qu'on ne le dit pas. D'accord. Il ne sait pas de quoi est fait demain. Oui. Maintenant, toi, en tant que personne, tu te rends chez ce certain marabout Oui. pour lui demander Pour qu'il puisse te prédire l'avenir. justement, pour qu'il puisse prédire ton avenir à toi. Lui-même, il ne connaît pas son avenir. Comment il peut te prédire, toi, ton avenir? Mais quelle ironie. Voilà, c'est un peu bête quelquefois. Oui. Vous voyez un peu. Ou vous allez chez un marabout pour lui dire, bon, j'en ai marre de la souffrance. Oui. Je vis la misère, je veux être riche. Regardez d'abord l'endroit où lui, il vit. Oui. Il vit dans une case, dans une cabane, dans une hutte, pourquoi pas. Oui. Il vit à même le sol, c'est-à-dire il se couche par terre. Oui. Il n'a même pas de lit. Et tu veux qu'il te rende riche. Comment il va faire? Lui-même, il n'est pas riche. Lui-même, il est pauvre. Si tu ne lui payes pas pour les consultations, il ne va pas manger.
Ah, c'est clair. Voilà le problème, voilà ce que j'ai voulu sortir dans ce roman-là pour appeler à la conscience humaine, pour essayer de conscientiser ces gens qui font de ces forces occultes toute leur attention, alors qu'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas voir, mais qui est là pour résoudre tous nos problèmes. Une puissance invisible. Une puissance invisible, bien entendu. Et cette puissance n'est autre que Dieu. Donc, ici, dans ce roman, j'ai essayé de ramener les gens plus vers le Créateur que vers ces charlatans. D'accord. Alors, monsieur Amir Bangoura, vous savez, les émissions sont consacrées, mais sont basées sur le temps. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. À travers, c'est dire à travers le roman, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé du roman? Il n'y a pas de souci. Encore une nouvelle fois, Karma, le prix de la vengeance, c'est un roman de 133 pages et 20 chapitres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque chapitre parle effectivement d'un thème bien défini. D'accord. Maintenant ici, je vais me rabattre sur le thème qui parle notamment de nos enfants, de nos familles. Oui. Vous savez, même pas chez nous, même chez les autres en Occident, Oui. la jeunesse, elle est là. Oui. Nous vivons tous la jeunesse. Et c'est le passage le plus compliqué de la vie de quelqu'un. C'est le passage le plus difficile. Pourquoi? Parce que quitter la jeunesse pour rentrer dans la maturité, Oui. c'est tout à fait un problème. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos sociétés, nous voyons ces vieilles personnes-là Oui. qui sont dans la débauche, on va le dire comme ça, qui sont dépravées en des mots. Ils sont vieux, elles sont vieilles, mais elles continuent encore de se laisser aller dans la tendance. Oui. Vous voyez un peu. Donc, ces personnes, elles sont vieilles physiquement, mais mentalement, elles sont encore jeunes. Vous voyez un peu. Oui. Donc, quelquefois, notre jeunesse a tendance à nous rattraper. Ici, dans ce roman, le personnage principal, un certain Modi Ibrahima, et eu deux enfants, des jumelles, Souadou et Saoudatou. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le vieil homme, il tenait sa fille Souadou en plus haute estime que Saoudatou. Pourquoi? Parce que Souadou, tout simplement, Oui. était l'incarnation de la bonté. La bonté, d'accord. Elle était bonne. Au fond, comme à l'extérieur. D'accord. Elle est bonne, elle est gentille, elle est aimable, attentionnée et elle écoute tout ce qu'on lui dit. En plus de ça, elle est studieuse, elle travaille bien à l'école. Tout est le contraire de sa sœur jumelle. On le sait tous, avec les jumeaux, c'est toujours comme ça. Il y a un qui est bon et un qui n'est pas forcément bon. Oui, effectivement. Bien. Maintenant, ici, le déclic, c'est quoi? C'est que le père, lui, Oui. il concentre toute son attention, toute son énergie sur sa fille parfaite et délaisse complètement l'autre fille. La question que j'ai voulu soulever à ce point-là, c'est quoi? Oui. Quand on a des enfants, Oui. les enfants, ce sont des trésors. Les enfants, ce sont des biens Oui. qu'on doit chérir, qu'on doit aimer avec attention. Oui. Qu'on ait 10 enfants ou 15 enfants ou qu'on ait 2, on doit les aimer de la même manière. De la même manière. Quand vous faites un pour l'autre, vous devez faire un pour l'autre, même si l'autre est plus bon que l'autre. D'accord. On se comprend? Oui. Donc ici, j'ai voulu faire appel à la mémoire collective pour essayer de conscientiser ces personnes-là qui délaissent complètement leurs enfants, certains de leurs enfants qui ne sont pas sur le droit chemin. Mais le droit chemin, est-ce qu'on est tous dans le droit chemin? Non, pas forcément. Grosse question. Tout le monde ne naît pas étant bon. Oui. Il y a des gens qui naissent, ils sont mauvais. Oui. Ça, c'est indéniable. Il y a des gens qui naissent bons, mais c'est la société, comme on le dit, qui les rend mauvais, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que quand notre enfant il est mauvais, est-ce qu'il faut le délaisser pour autant? Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que quand vous délaissez votre enfant Oui. qui ne se comporte pas de façon exemplaire Oui. pour dire que c'est une honte pour la famille, D'accord. qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de pousser cet enfant à le mal. D'accord. Et c'est ce qui est arrivé à Modi Ibrahima, Oui. qui a complètement délaissé sa fille Saoudatou, Oui. qui n'était pas obéissante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donnée en mariage, c'est-à-dire de façon forcée. D'accord. Et à qui? À un vieil homme, un vieux marchand. En lui donnant en mariage, il a dit quoi? L'avenir d'une fille désobéissante Oui. ne se trouve nulle part que dans le lit de son mari. Voilà ce qu'il a dit à son enfant. Et il a laissé Souadou à la maison parce que celle-là est obéissante. Maintenant, il trouve Oui. un bon parti pour Souadou, un homme qui est venu des États-Unis pour que Souadou puisse épouser ce dernier. Voilà où la haine est née chez l'autre sœur. Pourquoi elle doit avoir un bon mari par rapport à moi? Pourquoi elle doit avoir une meilleure vie que moi? Voilà où la haine est née chez l'autre.
Et elle a commencé à détester sa sœur jusqu'à ce qu'elle a voulu la tuer et ainsi de suite. Elle est même allée jusqu'à engager des brigands pour tuer sa sœur, d'où est sorti le viol et tout ça, et ainsi de suite. Donc je vous le dis encore une nouvelle fois, quand nous avons des enfants, Oui. il est important de les traiter de la même manière, de façon équitable. Celui qui n'est pas bon, ce n'est pas en le chassant qu'il sera dans le bon chemin. Si vous le chassez, vous le poussez encore plus dans les bras de la dépravation, de ses mauvaises intentions et de ses mauvaises choses. D'accord. D'accord. Alors, monsieur Amir Bangoura, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce que avez-vous une affirmation juste très courte que vous pouvez donner à nos téléspectateurs? Moi, personnellement, Oui. quand on parle d'affirmation, cela dépend de mes humeurs, cela dépend de l'endroit où je me trouve en fait. La circonstance. Cela dépend de la circonstance. Oui. Circonstance. Oui. Puisqu'aujourd'hui nous parlons tout simplement de ce roman-là, Oui. eh bien je vais prendre tout simplement une affirmation que j'ai tirée de ce livre-là. Ce livre, oui. La vengeance, c'est comme une vipère à deux têtes. D'accord. Donc, une personne qui décide de se venger, c'est une personne qui est en train de s'empoisonner sans se rendre compte. C'est-à-dire, pendant qu'il fait souffrir l'autre, lui aussi il est en train de s'empoisonner. Puisque la vipère a deux têtes. Oui. Il coupe une tête, mais l'autre tête est là pour l'empoisonner lui aussi à son tour. D'accord. Alors, laissez le numéro ou encore l'adresse sur laquelle on peut trouver ce roman. Eh bien, le numéro, on peut avoir ce livre-là à travers mon numéro personnel, qui est le plus 224 620 Oui. 41 Oui. 38 Oui. 72. D'accord. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et préparez vos sacs d'aventure parce que Negasula TV, c'est toujours à votre service. Votre monde, votre écran, votre télé.